À la seconde près, il est très précisément 11 heures. Vous êtes dans Arnaud Direct et regardez ce qui nous attend pour l'heure qui vient. Le programme est particulièrement riche, avec d'abord le suspense à l'Assemblée parce que ça va se jouer à une dizaine de voix près. On fait les comptes là-bas à quelques heures du vote sur le budget de la Sécu. On va vous donner l'ensemble des projections, les chiffres, qui votent pour, qui votent contre et qui s'abstient. Une proposition de loi également pour la réouverture des maisons closes. C'est le RN qui met cette proposition sur la table. Nous verrons si elle a des chances de passer. Et on verra également ce que font nos voisins, notamment l'Allemagne. Et puis une vidéo choc. On voit des éducateurs qui rasent les cheveux d'un enfant âgé seulement de 8 ans. C'est en février dernier à Paris. Manifestement, il s'agissait d'une punition. L'avocat de la mère de l'enfant sera avec nous pour nous dire ce que l'on sait sur ce qui s'est passé. Voilà pour le programme. Et commençons par le grand suspense donc sur le budget de la sécurité sociale. On va regarder les scénarios les plus probables. Que va-t-il se passer du côté du Palais Bourbon sur la Sécu? Le suspense est donc très grand. On va faire les comptes pour vous donner les différents scénarios possibles. Et on va d'abord prendre la température à l'Assemblée. Vous voyez que le débat se poursuit en direct. Sophie Dupont à la fois suit les débats et puis court d'une salle à l'autre pour savoir qui va voter quoi. Dites-nous Sophie, quelle est l'ambiance, l'état d'esprit? Bon, évidemment, le vote aujourd'hui, c'est le sujet de toutes les discussions et à quelques heures du scrutin, pour l'instant, personne ne peut encore en prédire l'issue. Le gouvernement a fait chauffer les calculatrices toute la journée d'hier et continue encore ce matin, s'attend à un résultat très serré, peut-être à une dizaine de voix près, m'a confié un ministre ce matin. Pour rappel, le RN, l'UDR et la France Insoumise vont voter contre, ils l'ont confirmé. Bruno Retailleau a appelé ses troupes lui à ne pas voter pour, Édouard Philippe a appelé les siennes à s'abstenir. Quant au PS, il va voter pour. Le problème, c'est que dans certains groupes, eh bien, il y a des frondeurs. Donc impossible de savoir quelle sera l'issue de ce scrutin. La clé, elle va résider dans les écologistes qui, pour l'instant, ne se sont pas prononcés. Le gouvernement va faire un dernier geste en leur faveur cet après-midi. Un amendement a été déposé qui vise à augmenter les dépenses de l'assurance maladie de 2 à 3% comme ils le réclamaient, dans le but d'obtenir à minima leur abstention. Donc on verra si ce sera suffisant dans les prochaines heures. Sébastien Lecornu qui a encore quelques heures justement pour tenter de convaincre les derniers récalcitrants. Ce que je peux vous dire, c'est que face à ça, les oppositions, elles sont dans les starting blocks. On a vu Marine Le Pen tout à l'heure qui a réclamé à nouveau la dissolution, même si en coulisses, il n'y croit pas vraiment. Et Mathilde Panot, à l'instant, qui vient d'annoncer que son groupe examinait le moment le plus opportun pour déposer une motion de censure. Les ennuis qui ne sont donc pas finis pour Sébastien Lecornu, qui pour l'instant exclut de démissionner en cas de rejet de texte du budget cet après-midi. Ah, c'est une course d'obstacles pour le Premier ministre, ça c'est sûr. Merci Sophie, avec Camille Fournier du côté de l'Assemblée. Continuez à tendre votre micro évidemment un petit peu partout pour essayer de savoir les indiscrétions, qui va voter contre, qui va s'abstenir. On le saura dans quelques heures maintenant. Violette Spilbou est avec nous, la députée macroniste sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour. De faire une petite pause dans tous ces débats. Bonjour à vous. Alors dites-nous, est-ce que vous y croyez ou pas à ce stade? On fait tout pour y arriver. Ouais. Le gouvernement Lecornu le montre avec ces discussions qui n'en finissent plus jusqu'à encore ce matin pour trouver des moyens, des arguments dans les négociations budgétaires qui vont convaincre quelques députés de plus et réussir à ce que ce budget de la sécurité sociale soit enfin voté cet après-midi. Ça sera une étape importante, Ouais. une étape aussi signe qu'on arrivera à un peu de stabilité avant les fêtes de Noël et aussi peut-être à rassurer beaucoup de Français qui voudraient que tout ça s'arrête et qu'on puisse se projeter en fait sur les lois importantes à voter après le budget à l'Assemblée nationale. Racontez-nous comment ça se passe dans les coulisses de l'Assemblée, parce que les collègues, vous les connaissez, ceux de votre camp un peu élargi, mais aussi peut-être les autres. Est-ce que vous allez les voir les uns après les autres pour dire, allez, voilà, essayez de pousser le curseur dans votre sens et puis dire, si tu votes, eh ben, on pourra te donner ci ou ça. C'est comme ça que ça se passe, c'est des tractations classiques en fait. Alors c'est un peu plus sérieux parce que les tractations dont vous parlez, en fait, c'est des négociations sur des volets Des budgétaires montants très importants. importants, ouais. Important, quand on parle de rajouter 1 ou 2% dans les dépenses de santé, eh bien, c'est des engagements que doivent prendre à la fois la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, mais aussi la ministre de la Santé, Stéphanie Ritz,
Et donc, c'est des choses qui ne se passent pas dans les couloirs de l'Assemblée entre 1 ou 2 députés. Mais c'est vrai qu'hier, moi, j'étais à l'Assemblée, j'étais responsable de la finalisation du texte sur le statut de l'élu local avant les élections municipales. Et on croise nos collègues d'Horizon, de la droite, du Parti socialiste. Et en tout cas, on a tous, je crois, un discours de responsables politiques. On est tous des responsables politiques. Et se dire que ce budget, oui, il n'est pas parfait, mais quand même, toutes les discussions entre les groupes, y compris avec l'appui du Parti socialiste, il faut le reconnaître, ont permis des vraies avancées pour tous les Français. De ne pas avoir le doublement des franchises médicales, de ne pas avoir de taxation supplémentaire sur le salaire des apprentis, de ne pas avoir de contribution sociale généralisée qui augmente sur le plan épargne retraite, le PEA. C'est des choses aussi qui sont des victoires collectives d'une Assemblée qui fonctionne. Donc moi, j'ai envie de faire confiance à l'Assemblée. Ça n'a pas convaincu vos collègues d'Horizon. Vous avez entendu Édouard Philippe hier, c'est clair, c'est net. Horizon, qui fait pourtant partie de la majorité, qui est au gouvernement, lui, il demande à ses députés de s'abstenir. Oui, il a à chaque fois conditionné un peu en l'état du débat ses prises de position, Édouard Philippe. Mais on a vu lorsqu'on a voté sur l'article sur la suspension de la réforme des retraites que tout son groupe n'était pas complètement aligné parce que chaque député Horizon finalement a ses convictions, a son sens des responsabilités. Donc au moment du vote aujourd'hui. Pour. Bien, moi je crois que ça va se jouer à quelques voix, à la fois chez les indépendants, chez la droite républicaine, chez Horizon. Chez nous, vous savez, il y a des personnes aussi qui ont toujours du mal, des députés qui ont toujours du mal à se dire on va valider un projet de loi de la sécurité sociale. J'espère que non, mais c'est pas facile de revenir sur des acquis, de faire des vraies concessions. Et là, on est au moment des vraies concessions. Édouard Philippe, il pointe une certaine forme d'irresponsabilité politique. Le déficit de la sécurité sociale, il va atteindre 24 milliards au total. C'est pas ça finalement, l'irresponsabilité, elle n'est pas là ? Déjà ce matin, la ministre du Budget sur votre média a annoncé que le déficit serait contenu à 20 milliards. Oui, mais l'État transfère 4 milliards parce de qu'il y aurait ça fait 24 milliards au total. Une contribution du budget général de l'État sur la sécurité sociale, première chose. Deuxième chose, on pourrait tous se dire que renoncer à la réforme des retraites, c'est finalement décaler le problème. Et donc c'est vrai. Je peux partager ça avec Édouard Philippe, que c'est une décision difficile parce qu'on perd un peu de temps. Mais ce temps, c'est celui du débat de l'élection présidentielle de 2027, où on pourra reparler des grandes réformes. En 2027, il y aura les grandes réformes. C'est très déprimant de reparler des retraites. On est un système qui est à bout de souffle politiquement. Budgétairement et sur le plan de notre modèle social. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que dans la configuration de l'Assemblée qu'on a aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité, on puisse avoir des débats sur des grandes transformations de la France. C'est un regret qu'on peut tous avoir, mais c'est un principe de réalité. Puisque vous nous parlez de la configuration de l'Assemblée, on va aller faire les comptes avec Guillaume Darey, parce que Guillaume, depuis 48 heures maintenant, vous ne cessez de comptabiliser ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui vont s'abstenir. Et on l'a encore entendu il y a quelques instants avec Violette Spilbourg, on voit que ça change en temps réel. On en est à combien exactement? Alors pour, effectivement, ça dans ce... On a l'impression de faire l'Eurovision un peu. Voilà. Pour les 91 députés du groupe Ensemble pour la République, même si à l'instant Violette Spilbourg nous disait qu'elle n'espérait pas qu'il y ait des abstentions, on verra effectivement au final. Le Modem, 36 députés, les socialistes, 69 députés. Là aussi, il faudra voir si Olivier Faure est bien suivi lors des derniers votes. Ça avait été plutôt le cas. Voilà pour le premier bloc, effectivement, qui représente les personnes qui sont favorables à ce projet de financement de la sécurité sociale. Pour ceux qui y sont fermement opposés, le RN, son allié ciotiste, l'UDR, 16 députés, 123. Ça nous fait déjà 139, plus 71 députés de la France insoumise. Ça fait 210, si je ne vous dis pas de bêtises. Très fort en calcul mental. À 20 près, on est pour l'instant sur des choses qui se valent. C'est pour ça qu'on va regarder les groupes qui ont les clés de ce vote en particulier. On le disait, les Républicains, 49 députés, que nous a dit Bruno Retailleau dimanche dans BFM Politique, nous a dit ce budget n'est pas votable. Les députés LR ont le choix entre l'abstention et le vote contre. Horizon, on le disait à un instant, Édouard Philippe a incité ses députés à s'abstenir. Est-ce qu'il y en a quand même qui voteront pour ou qui voteront contre? On verra le détail. Toujours une inconnue sur les 22 députés du groupe Lyot. Le PCF aussi, il y a des votes qui sont parfois effectivement divers. Le patron du groupe, Stéphane Peu, disait que ça serait majoritairement contre, mais parfois, notamment sur les ultramarins, il y a des votes un peu divers et un peu différents de la consigne.
tous les regards sont tournés vers un groupe, c'est le groupe des écologistes. 38 députés, Cyrielle Châtelain était ce matin même sur ce plateau, elle disait que l'abstention effectivement pourrait être une possibilité. C'est la clé. Que vont faire ces écologistes? Est-ce qu'ils vont s'abstenir ou voter contre? Que se passera-t-il ensuite, Julien, si le projet de loi de financement de la sécurité sociale était rejeté? La Constitution permet certaines choses. Il y a toujours la question des ordonnances. Pour l'instant, Sébastien Lecornu a dit hors de question. Ouais. Le 49.3, il ne veut pas s'en servir. Il a dit qu'il ne le souhaitait pas, mais la Constitution le permet toujours. S'il exclut toujours d'utiliser les ordonnances et le 49.3, dans ces cas-là, en cas de rejet, eh bien, ce sera retour à la case départ. On recommence. Le PLFSS saison 2, début 2026. Et là, on est reparti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est ce que dit Amélie de Montchalin. Coup de pression qui ne marche pas à droite. Ils disent l'année dernière, ça s'était passé. Ouais. Pour autant, bien regardez, les prestations sociales avaient continué à être versées. C'est vrai que ça a des airs de série télé, cette affaire Violette Spielbourg. On a vu que ça risquait vraiment de se jouer sur l'attitude des écologistes. Quels sont les retours que vous avez? Là aussi, racontez-nous. On imagine que ça discute à la buvette de l'Assemblée. Est-ce que votre sentiment, c'est que ces 38 députés écologistes, ils vont s'abstenir, même si les consignes de la direction ne sont pas très très claires? Je l'espère, sincèrement, je l'espère. J'espère que les écologistes vont au minimum s'abstenir sur ce budget parce qu'il y a les concessions du gouvernement encore récentes sur l'augmentation du budget des dépenses de santé, l'ONDAM, qui devrait être annoncé cet après-midi par un amendement ou par un article que nous aurons donc à voter avant le vote final du PLFSS. Et puis il y a aussi tout ce qu'il y a dans ce budget de positif, c'est le renforcement du nombre de soignants dans les EHPAD et d'accompagnants dans les EHPAD, c'est plus de places dans le logement inclusif, c'est aussi le financement d'une réforme très importante, le remboursement intégral des fauteuils roulants qui est en route aujourd'hui depuis le 1er décembre et qui est financé dans ce budget. Et donc toutes ces avancées, même si c'est un budget qui globalement est à l'économie, il y a toujours un déficit des lois de finances, enfin du budget de la sécurité sociale. Et donc, il y a un équilibre qui a été trouvé. Je crois que les derniers temps donnent un signe plutôt positif. Et j'espère que cet après-midi, on va y arriver. Alors, ça ne sera pas le seul sujet cet après-midi qui sera abordé par les députés. On peut le penser, en tout cas. Il y a un autre sujet qui sera certainement très, très discuté. Ce sont ces propos de Brigitte Macron que vous avez sans doute vus ou entendus à propos du spectacle des réhabitants. Le spectacle des réhabitants, samedi soir, a été perturbé par des militantes féministes. Et le lendemain de cette représentation, Brigitte Macron est allée voir le spectacle des réhabitants et elle discute un peu avec lui avant. Et elle dit ça, s'il y a les sales connes, on va les foutre dehors. Et elle parle de ces militantes féministes qui sont venues la veille. On va voir dans quelques instants des images de ce happening, de ces militantes. Une réaction de la députée représentante politique que vous êtes, macroniste en plus, alors qu'on voit ici ce qui s'est passé, ce happening de samedi soir. Que pensez-vous de ces paroles de la Première Dame? Écoutez, il faut rappeler d'abord qu'elle a été filmée à son insu, que ce sont des propos privés et des propos volés. Qui sont aujourd'hui mis sur la place publique. C'est important de le dire parce que tout responsable politique alors peut quand on voit la scène, la caméra n'est pas cachée. C'est pas non plus. Oui, mais en tout cas, ce sont réellement des propos dans un cadre privé et ça peut arriver à tout responsable politique. Après, je vais vous le dire, ce qualificatif, bien sûr, il est malheureux. Il peut être regrettable, mais je crois que il faut rappeler. Finalement, ça rappelle que aujourd'hui, 94% des femmes victimes de viol voient leur plainte classée sans suite, voient des non-lieux, voient des auteurs présumés relaxés, et qu'il y a une colère chez ces femmes, et je les comprends, une colère face à un système judiciaire aujourd'hui qui n'écoute pas suffisamment les victimes. Donc pour vous, ce ne sont pas des sales connes, ni sur la forme, ni sur le fond? Je ne cautionne pas l'interruption d'un spectacle. Je pense que ce n'est pas le bon lieu pour manifester. Après, je peux comprendre la colère de beaucoup de Français, en général, sur le sujet du traitement des victimes par la justice. Et c'est un des sujets d'actualité. D'ailleurs, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a récemment publié une circulaire sur un meilleur accompagnement des victimes, une meilleure explication des décisions de justice, une meilleure prise en compte de la parole des victimes. Et hier, moi, j'étais à Lille, au conseil de la juridiction de Lille, qui avait pour sujet toute la matinée ce travail
autour de l'accompagnement des victimes par la justice. Je crois donc qu'il y a une colère dans le pays qu'il ne faut pas ne pas l'entendre. Comment Guillaume a réagi l'entourage de Brigitte Macron? Alors, l'entourage de Brigitte Macron a apporté des précisions expliquant que c'était la méthode, pas du tout le combat féministe qu'elle remettait en cause. Regardez ces propos qu'on va découvrir. Elle évoque la condamnation à ses yeux d'une méthode radicale. Brigitte Macron n'approuve pas cette méthode radicale. Précision importante aussi que m'ont apporté les proches de Brigitte Macron. Sa venue dimanche au spectacle d'Harry et Habitant était prévue depuis plusieurs jours. Elle n'y est pas allée en réaction à ce qui s'est passé samedi soir. Tiens, restez avec nous, Madame la députée, parce qu'il y a un autre débat. Décidément, vous n'êtes pas venu pour rien. Actualité. Il y a un autre débat polémique qui est ancien d'ailleurs, et qui fait son grand retour. C'est le débat sur les maisons closes. Faut-il les rouvrir? On n'avait pas vu vraiment ce débat revenir. On l'avait pas senti. Surtout que ce sont deux députés RN qui le remettent sur la table, deux de vos collègues donc de l'Assemblée. Écoutez l'un d'eux, c'est Jean-Philippe Tanguy. Alors, on n'a pas Jean-Philippe Tanguy, mais voilà, en gros, le député Rassemblement National qui se dit favorable à cette réouverture, ainsi que Sébastien Chenu. Et on va regarder plus précisément quel est l'état de la législation en France sur les maisons closes avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider. Alors, dites-nous exactement ce que dit la loi, Fanny. Eh bien, tout d'abord, on va retourner un peu en arrière. Il y a 223 ans, c'est là que naissait légalement ce qu'on appelait à l'époque des maisons de débauche. C'est la loi du 3 avril 1803 qui leur a donné naissance. Il aura fallu moins de 150 ans avant qu'elle soit fermée par la loi Marthe-Richard en 1946. Conséquence, 1400 maisons closes françaises donc ferment leurs portes. Elles ne sont plus du tout légales. Et plus proche dans notre histoire maintenant, eh bien, c'est en 2016 que le recours à des prostituées est pénalisé. On va le voir dans le détail tout à l'heure. Voici en tout cas l'évolution que ça prend. Si on regarde l'état des lieux de la prostitution en France aujourd'hui, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, eh bien, il y a un peu moins de 40 000 personnes qui se prostituent en France en 2024, dont une grande majorité de femmes. Il y a également parmi elles des victimes de proxénétisme. Vous voyez le chiffre, près de 1600 qui donc sont sous la coupe d'une personne qui se rémunère sur leur prostitution. Et parmi ça, vous voyez, quasiment la moitié sont des mineurs. Alors, je le disais, désormais, le recours à la prostitution est pénalisé. Voici les différents cas de figure. La personne qui se prostitue et qui est majeure, elle, n'est pas sanctionnée. C'est uniquement les clients ou les personnes autour. Les clients, par exemple, qui sont passibles d'une amende allant de 1 500 à 100 000 euros en fonction de la gravité des faits, de la récurrence du recours à la prostitution ou encore de l'usage, par exemple, de violence ou d'abus d'autorité. Elle peut aussi risquer la prison allant jusqu'à 7 ans. Pour les proxénètes, c'est des amendes qui peuvent aller jusqu'à 150 000 voire 1,5 million d'euros et la prison 7 à 10 ans. Et pour les tenanciers de lieux de prostitution, puisqu'ils sont illégaux maintenant, ils risquent une amende de 750 000 euros ou encore 10 ans de prison. Merci beaucoup Fanny. Avant d'entendre la réaction du porte-parole du syndicat du travail sexuel en France, une réaction, Madame la députée, vous êtes d'accord avec vos collègues ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on rétablisse un modèle très ancien, un modèle d'enfermement et pas un modèle de progression des droits et de la protection des mineurs. Moi, je souhaite que les travailleurs du sexe qui s'exprimeront et certainement avec beaucoup plus de précision que moi puissent être reconnus dans leurs droits sociaux, leurs droits de protection, et puis qu'on lutte contre les réseaux, le proxénétisme, la protection des mineurs, c'est-à-dire de l'enfance, qui est un sujet majeur en France, et puis aussi contre tous les trafics associés aux réseaux de prostitution. Je pense en particulier dans ma ville, à Lille, je suis très souvent interpellée sur le sujet de la prostitution associée à la dépendance très forte à la drogue. Ouais. Et ce sujet-là est bien loin aujourd'hui de propositions tout à fait surprenantes du Rassemblement national. Thierry Schaffhauser est donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Que répondez-vous, vous, à cette proposition du Rassemblement national ? En fait, moi, je m'apprêtais à avoir tout mon argumentaire contre les maisons closes, mais en même temps, avant de me coucher hier soir, j'ai écouté l'interview de Philippe Tanguy avec Rokhaya Diallo, et il dit il défend pas les maisons closes, il défend un modèle de coopérative. Oui, c'est ça. Donc, il dit pas, c'est pas les maisons closes à l'ancienne, si j'ose dire. Oui, bah alors dans ce cas-là, tant mieux, et je pense qu'on est on est tous d'accord, et du coup, je me dis, arrêtons de parler de maisons closes, parce que. D'ailleurs, il dit qu'il faudrait peut-être changer le nom. Oui, parce que si on parle de maison close, ça renvoie à ce qui existait avant-guerre.
Donc système d'enfermement, encartage, dépistage obligatoire, enfin c'est un système horrible qu'on a aboli pour de très bonnes raisons. Donc après, nous ce qu'on demande c'est la décriminalisation qui va permettre d'ouvrir des droits. Droit au travail, protection sociale, etc. Et sinon, si c'est la question de pouvoir travailler en sécurité, en intérieur, avec le droit de s'associer, de partager un appartement, etc. Là, vous dites d'accord. Ben, oui, on est d'accord, effectivement, mais ça nécessite de redéfinir le proxénétisme et on n'a pas besoin de partir à ressortir les vieilles idées d'un système réglementariste. Parce que le système réglementariste, c'est un système de contrôle et d'enfermement. Donc, en fait, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'on est toujours dans le flou, la confusion, parce on utilise un mot qui renvoie à des imaginaires et des représentations différentes. Donc, moi, je peux entendre que les gens ont une nostalgie, un fantasme et une connaissance de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais en fait, aujourd'hui, personne ne demande les maisons closes en France. Ouais. Donc, essayons de sortir de ce débat-là. Le débat qui existe aujourd'hui, c'est les tenants du modèle nordique, pénalisation des clients versus décriminalisation. Et même dans les pays voisins, si on parle de coopérative, moi j'aimerais bien qu'on aille à Genève voir le Barillon, qui est un modèle de coopérative qui existe, qui fonctionne très bien, plutôt que nous parler de l'Allemagne avec un registre obligatoire, avec des choses qui ne vont pas et qui ne sont pas du tout un modèle pour personne. Ça marche comment à l'étranger, François ? Justement, c'est exactement ce qui vient d'être décrit. En fait, il y a la coexistence de 3-4 modèles absolument différents les uns des autres. Vous avez celui que vous venez de décrire, qui prévaut en Allemagne, en Autriche, en Grèce, aux Pays-Bas, et qui est effectivement une prostitution autorisée, encadrée par l'État, dans des maisons closes légales, mais on peut appeler ça aussi des zero centers, ou en tout cas des lieux où il y a de la prostitution collective qui est encadrée, réglementée. Vous avez l'Espagne, où là, pour le coup, il y a des maisons closes autorisées, mais avec un système un peu différent. Vous avez l'exemple nordique, la Suède, la Norvège aussi, où pour le coup, il y a une pénalisation des clients. Et puis vous avez les pays où tout est interdit. Et ce qui donne lieu d'ailleurs à de la clandestinité, voire à de l'export. C'est typiquement le cas de la Roumanie, par exemple, où la prostitution est interdite pour les prostituées et pour les clients également. Et donc, aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant que dans la prostitution aujourd'hui qu'il y a en France, il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de Roumanie, mais qui viennent aussi d'autres pays extérieurs à l'Union européenne et qui vivent dans une semi-clandestinité. C'est un sujet qui divise en France, mais aussi en Allemagne, comme va nous le dire Caroline Dubled. L'Allemagne, c'est le bordel de l'Europe. C'est avec cette phrase choc que Julia Klöckner, la présidente du Parlement allemand, a relancé le débat il y a quelques semaines ici en Allemagne. Depuis 2002, la prostitution est légale. Les prostituées sont protégées par la loi de protection des prostituées. Elles doivent s'enregistrer auprès des autorités, obtenir une autorisation, payer leurs taxes. En contrepartie, elles sont affiliées à la sécurité sociale et sont censées être protégées des abus des proxénètes. Mais la réalité est tout autre. Seuls 10% des travailleurs et travailleuses du sexe sont enregistrés. Le reste, qu'on estime à 400 000, travaillent dans l'illégalité, la précarité, dans des conditions dangereuses. Il faut dire que depuis la légalisation de la prostitution, leur nombre a explosé, ainsi que le tourisme sexuel. Près des frontières allemandes, on voit des bordels géants s'accumuler. Chaque ville allemande a son quartier rouge et la prostitution fait partie du paysage urbain. C'est pour cela que la question refait débat. Les conservateurs réclament l'adoption du modèle suédois à la française qui pénalise le client. Une commission d'enquête a été ouverte. Elle devra rendre ses conclusions d'ici un an. Schaffhauser, parce qu'on voit qu'en Allemagne, ils ont envie plutôt de revenir en arrière. Ça dépend de quelle loi on parle. En plus, l'Allemagne, c'est un système fédéral, donc il y a une loi nationale. Ouais. Effectivement, la plus récente, qui a créé le registre obligatoire, tout le monde s'est opposé à ça dans la communauté des travailleurs du sexe. Pour une bonne raison, c'est que la perte d'anonymat va générer une forme de stigmatisation, de discrimination. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui refusent à l'heure actuelle d'aller s'enregistrer dans les mairies, etc. Et du coup, se retrouvent dans une forme d'illégalité. Donc, si c'est pour créer un système où on légalise d'un côté, mais la majorité des gens restent pénalisés, ça ne sert à rien.
Allez, on verra le détail de cette proposition de loi quand elle sera à l'Assemblée nationale, quand elle sera examinée par les députés, portée, on vous le rappelle, par 2 députés Rassemblement national. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'avocat de la maman d'un enfant qui a été rasé, il a eu le crâne rasé dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. C'était il y a quelques mois, un enfant de 8 ans seulement, qui a donc été humilié. On va vous raconter cette affaire particulièrement choquante dans quelques instants avec l'avocat de la mère. Tout de suite. Il n'a que 30 ans et certains sondages le donnent déjà gagnant, à 1 an et demi de l'élection présidentielle, alors que les inquiétudes